Croyez-moi, vous n'êtes pas seul, Pendant des décennies, Michelle Obama a été un pilier inébranlable de force, de grâce et d'élégance, traversant avec résilience et dignité le tourbillon médiatique de sa vie de première dame des États-Unis. Mais derrière son sourire serein et son soutien indéfectible à son époux, planait une ombre menaçante, jetant le doute sur leur union en apparence idyllique. Aujourd'hui, à l'aube de ses 60 ans, Michelle Obama brise enfin le silence et aborde les rumeurs qui ont longtemps entouré son mariage et alimenté les spéculations, rétablissant la vérité sur son mari et leur vie commune à la Maison-Blanche. Avant d'examiner ces rumeurs, revenons sur l'enfance de Michelle et Barack, leur rencontre et les éléments qui ont donné naissance à ces rumeurs. Michelle a confirmé les détails de son enfance. Michelle Lavone Robinson est née le 17 janvier 1964 à Chicago, dans l'Illinois. Elle est la fille de Fraser Robinson III, employé d'une station d'épuration municipale et responsable d'un bureau électoral démocrate, et de Marion Shields Robinson, secrétaire chez Spiegel's Catalog. La mère de Michelle s'est consacrée à son foyer jusqu'à ce que sa fille entre au lycée. Les familles Robinson et Shields peuvent retracer leur ascendance jusqu'à l'époque précédant la guerre de sécession parmi les Afro-Américains vivant dans le sud des États-Unis. Du côté de son père, elle descend du peuple Gula de la région côtière de Caroline du Sud. Son arrière-arrière-grand-père paternel, Jim Robinson, est né esclave en 1850 dans la plantation de Friendfield, près de Georgetown, en Caroline du Sud. Il a recouvré sa liberté à l'âge de 15 ans après la guerre de sécession. Certains membres de la famille paternelle d'Obama vivent toujours dans la région de Georgetown. Son grand-père, Fraser Robinson Jr., a construit sa maison en Caroline du Sud et, après sa retraite, lui et sa femme, La Vaughan, ont quitté Chicago pour s'installer dans la région de Low Country. Du côté de sa mère, on retrouve Melvinia Dozy Shields dans sa lignée, son arrière-arrière-arrière-grand. Mère, née esclave en Caroline du Sud, fut ensuite vendue à Henry Walsh Shields, un fermier propriétaire d'une ferme de 80 hectares dans le comté de Clay, en Géorgie, près d'Atlanta. Le premier fils de Melvinia, Dolphus T. Shields, né vers 1860, en pleine période d'esclavage, était d'origine métissée. Des chercheurs ont utilisé l'analyse ADN et d'autres sources pour suggérer que le père probable de Dolphus était Charles Marion Shields, un jeune homme de 20 ans, fils du propriétaire de Melvinia. Certains éléments laissent penser que Melvinia et Charles ont pu entretenir une relation au fil du temps, puisque, après l'émancipation, Melvinia a eu 2 autres enfants métis et a vécu près de la famille Shields, adoptant même leur nom de famille avant de le changer. Melvinia évitait généralement d'évoquer le père de Dolphus avec sa famille. Après la guerre de sécession, Dolphus Shields et son épouse Alice s'installèrent à Birmingham, en Alabama. Ils étaient les arrière-arrière-grands-parents de Robinson, dont les grands-parents finirent par s'établir à Chicago. Par ailleurs, certains de leurs descendants s'établirent à Cleveland, dans l'Ohio, au cours du 20e siècle. Robinson a passé son enfance à l'étage d'une maison située au 7436 South Euclid Avenue, dans le quartier de South Shore, à Chicago. Ses parents louaient cette maison à sa grand-tante, qui habitait au rez-de-chaussée. Selon Robinson, elle a grandi dans un foyer traditionnel où sa mère restait à la maison pendant que son père travaillait, et où les repas se prenaient généralement en famille autour de la table. Son école primaire était idéalement située à proximité, ce qui lui permettait de s'y rendre facilement. Robinson et sa famille appréciaient les activités comme jouer au Monopoly, lire et passer du temps avec les membres de leur famille élargie, des 2 côtés. Elle prenait des cours de piano avec sa grand-tante, professeure de piano, et perfectionnait ses compétences musicales grâce à une pratique régulière. La famille Robinson assistait régulièrement aux offices religieux à l'Église méthodiste unie de South Shore, située à proximité. De plus, la famille partait parfois en vacances dans un modeste chalet à White Cloud, dans le Michigan. Robinson et son frère aîné Craig, de 21 mois son aîné,
ont notamment sauté une classe. Le père de Robinson était atteint de sclérose en plaques, ce qui l'affectait profondément. Elle était donc déterminée à éviter les ennuis et à exceller scolairement. En sixième, Michelle intégra une classe pour élèves surdoués à l'école primaire Bryn Mawr, devenue par la suite l'Académie Boucher. Elle poursuivit ensuite ses études au lycée Whitney Young, le premier lycée sélectif de Chicago, fondé sur le principe de l'admission sélective. Durant ses années au lycée Whitney Young, elle était en classe avec Santita, la fille de Jesse Jackson. Le trajet entre le domicile familial, situé dans le sud de la ville, et le quartier ouest où se trouvait l'établissement durait 3 heures aller-retour. Michelle se souvient avoir ressenti de l'anxiété quant au regard des autres, mais elle a choisi d'ignorer toute négativité et d'en faire une source de motivation. Elle a évoqué les discriminations sexistes qu'elle a subies durant son enfance, notamment les fois où l'on préférait demander l'avis de son frère aîné plutôt que le sien. Michelle a figuré au tableau d'honneur tout au long de sa scolarité, a suivi des cours avancés, a été membre active de la Société nationale d'honneur et trésorière du Conseil étudiant. Elle a obtenu son diplôme de fin d'études secondaires en 1981, terminant deuxième de sa promotion. Après ses études, comment pensez-vous que la carrière de Michelle a débuté? Formation et début de carrière. Robinson a décidé de s'inscrire à l'Université de Princeton en 1981. Encouragée par son frère, elle a choisi la sociologie comme majeure et les études afro-américaines comme mineures, obtenant ainsi une licence avec mention en 1985. Parmi ses réalisations universitaires, on compte la rédaction d'une thèse de 99 pages intitulée « Les Noirs instruits à Princeton dans la communauté noire », sous la direction de Walter Wallace. Robinson se souvient que plusieurs de ses professeurs de lycée ont tenté de la dissuader de postuler, la mettant en garde contre des ambitions trop élevées. Elle suggère que le fait d'avoir un frère, brillant étudiant à Princeton, promotion 1983, a peut-être joué en sa faveur lors du processus d'admission, mais elle était déterminée à faire ses preuves. Robinson confie s'être sentie dépassée durant sa première année, ce qu'elle attribue au fait qu'aucun de ses parents n'ait fait d'études supérieures et à son manque d'expérience du milieu universitaire. La mère d'une colocataire blanche aurait tenté de faire changer sa fille de chambre en raison de l'origine ethnique de Michelle. Selon Michelle, c'est à Princeton qu'elle a commencé à prendre conscience de son identité ethnique. Malgré les efforts de ses pairs et de ses professeurs pour créer des liens avec elle, elle ressentait toujours un sentiment d'isolement sur le campus. Par ailleurs, des préoccupations liées à la classe socio-économique se sont manifestées. Michelle se souvient de sa surprise de rencontrer des étudiants qui possédaient des BMW, un style de vie auquel elle n'était pas habituée durant son enfance. Pendant ses études à Princeton, Robinson s'est activement impliqué au sein du Centre du Tiers-Monde, aujourd'hui connu sous le nom de Centre Carl A. Fields. Ce groupe académique et culturel offrait un soutien aux étudiants issus de minorités. Elle était responsable de la gestion de leur garderie, qui proposait également des séances de soutien scolaire après l'école pour les plus grandes. Robinson remettait en question les méthodes d'enseignement traditionnelles du français, prônant une approche plus conversationnelle. Pour obtenir son diplôme, elle a mené des recherches et rédigé une thèse de sociologie intitulée « Les Noirs diplômés de Princeton et la communauté noire ». Afin de recueillir des données pour sa thèse, elle a distribué un questionnaire aux anciens élèves afro-américains, les interrogeant sur leur perception de leur identité raciale et leur rapport à celle-ci avant et après leurs études à l'Université de Princeton. Malgré un faible taux de réponse, moins de 90 anciens élèves ayant participé à l'enquête sur 400 destinataires, les résultats de Robinson n'ont pas confirmé son hypothèse initiale selon laquelle les diplômés noirs conserveraient des liens étroits avec la communauté afro-américaine, même après avoir fréquenté une université prestigieuse et bénéficié de tous les avantages qui en découlent. Robinson se consacra pleinement à ses études et obtint son doctorat en droit, J.D., à la faculté de droit de Harvard en 1988.
Selon son biographe Bond, Robinson fit preuve d'une confiance nouvelle lors de sa candidature à Harvard, car elle était convaincue de mériter sa place dans ce programme. À Harvard, elle fut encadrée par Charles Ogletree, qui remarqua qu'elle avait surmonté le conflit intérieur qu'elle avait connu à Princeton, celui de se conformer aux attentes de ses parents ou de préserver sa propre identité. À Princeton, elle a enfin compris qu'elle pouvait pleinement assumer son intelligence et son identité noire. Pendant ses études à Harvard, Robinson a participé à des manifestations en faveur du recrutement de professeurs issus de minorités sous-représentées. Elle a également travaillé au bureau d'aide juridique de Harvard, où elle aidait les locataires à faible revenu à résoudre leurs problèmes juridiques liés au logement. Robinson est la troisième première dame à être titulaire d'un diplôme de troisième cycle après Hillary Clinton et Laura Bush. Revenant sur son parcours universitaire, elle a exprimé sa gratitude pour les opportunités inattendues qu'il lui a offertes. Après avoir obtenu son diplôme de droit, Michelle Obama a débuté sa carrière professionnelle comme collaboratrice au sein du cabinet d'avocats Sidley et Austin à Chicago, où elle a rencontré son futur époux, Barack Obama. Durant son mandat au sein du gouvernement, elle s'est spécialisée en marketing et en droit de la propriété intellectuelle. Bien qu'elle soit toujours titulaire d'un diplôme de droit, Obama ne l'utilise plus depuis 1993, car il n'est plus indispensable à ses fonctions actuelles. En 1991, elle a occupé des postes municipaux à Chicago, notamment ceux d'assistante du maire et de commissaire adjointe à l'urbanisme et au développement. Plus tard, en 1993, elle a pris la direction du bureau de Chicago de Public Allies, une organisation caritative qui encourage l'engagement des jeunes dans la résolution des problèmes sociaux au sein d'organismes à but non lucratif et d'entités gouvernementales. Pendant ses presque 4 années à ce poste, elle a obtenu des résultats exceptionnels en matière de collecte de fonds, établissant des records qui sont restés inégalés pendant 12 ans après son départ. Michelle Obama a déclaré n'avoir jamais ressenti un tel épanouissement avant de s'impliquer dans la création de Public Allies. En 1996, Michelle Obama a occupé le poste de doyenne associée des services aux étudiants à l'Université de Chicago, où elle a créé et dirigé le Centre de services communautaires de l'université. En 2002, elle a rejoint les hôpitaux de l'Université de Chicago, d'abord en tant que directrice exécutive des affaires communautaires, puis en mai 2005 au poste de vice-présidente des affaires communautaires et externes. Durant la campagne des primaires de 2008, elle a conservé son poste aux hôpitaux de l'Université de Chicago, mais a réduit son temps de travail à temps partiel afin de passer plus de temps avec ses filles et de soutenir la campagne politique de son mari. Par la suite, elle a décidé de prendre un congé temporaire. Selon la déclaration de revenus du couple pour 2006, ses revenus provenant de son poste aux hôpitaux de l'Université de Chicago s'élevaient à 273 600 $. Le revenu total des Obama cette année-là s'élevait à 991 296 $, dont 50 et 1. 200 $ supplémentaires provenant de son rôle au sein du conseil d'administration de Treehouse Foods, ainsi que des revenus tirés des œuvres littéraires de Barack sous forme d'investissement et de droits d'auteur. Michelle Obama était membre rémunéré du conseil d'administration de Treehouse Foods Inc., un important fournisseur de produits pour Walmart. Après l'élection de son mari au Sénat, elle a conservé ce poste jusqu'à sa démission peu après l'annonce de sa candidature à la présidence. Lors d'une critique acerbe des pratiques de Walmart en matière de droit du travail, prononcée le 14 mai 2007 à Trenton, New Jersey, lors d'un forum de l'AFL-CIO, la position de Michelle Obama contre l'entreprise est apparue clairement. Elle a également siégé au conseil d'administration du Chicago Council on Global Affairs. En 2021, l'ancienne première dame a annoncé sa retraite progressive. Malgré son engagement continu dans les campagnes politiques, elle a exprimé son intention de réduire sa charge de travail afin de consacrer plus de temps à son mari. Avant d'aller plus loin, revenons sur les débuts de Barack. Barack Obama est né le 4 août 1961 au Kapiolani Medical Center for Women and Children à Honolulu,
Hawaï, ce qui fait de lui le seul président né hors des 48 États contigus. Sa mère était une Américaine de 18 ans et son père un Kenyan de 27 ans. Né à Wichita, au Kansas, sa mère, Anne Dunham, avait des origines anglaises, galloises, allemandes, suisses et irlandaises. Des recherches menées en 2007 ont révélé que son arrière-arrière-grand-père, Falmouth Kearney, avait émigré de Monegal, en Irlande, vers les États-Unis en 1850. Par ailleurs, une étude menée par Ancestry.com en juillet 2012 suggérait fortement une parenté possible entre Dunham et John Punch, un esclave africain ayant vécu dans la colonie de Virginie au XVIIe siècle. Le père de Barack Obama Sr., appartenait à l'ethnie Luo du Kenya et était marié à la naissance de son fils. Originaire de Nyangoma Kogelo, son nom de famille, Obama, provient de ses origines Luo. Les parents de Barack Obama se sont rencontrés en 1960 lors d'un cours de russe à l'université d'Hawaï à Manoa, où son père étudiait grâce à une bourse d'études dans le cadre d'un échange universitaire. Le couple s'est marié à Wailuku, à Hawaï, le 2 février 1961, quelques mois avant la naissance de Barack Obama. Fin août 1961, peu après sa naissance, Barack et sa mère ont déménagé à l'Université de Washington à Seattle, où ils ont résidé pendant 1 an. Pendant ce temps, le père de Barack a obtenu sa licence en économie à Hawaï en juin 1962. Il a ensuite intégré l'université Harvard grâce à une bourse pour y poursuivre un master en économie. Les parents d'Obama se sont séparés en mars 1964. Obama Sr. retourna au Kenya en 1964, où il se remaria pour la 3e fois et occupa un poste d'analyste économique principal au ministère des Finances du gouvernement kenyan. Il ne rendit visite à son fils à Hawaï qu'une seule fois, à Noël 1971, avant de mourir tragiquement dans un accident de voiture en 1982, alors qu'Obama avait 21 ans. Se remémorant son enfance, Obama constata que le contraste saisissant entre l'apparence de son père et celle des gens qui l'entouraient ne l'avait guère marqué durant sa jeunesse. Il a décrit en détail les difficultés qu'il a rencontrées, jeune adulte, pour concilier les perceptions de la société concernant ses origines métissées. En 1963, Dunham a rencontré Lolo Soetoro à l'Université de Hawaï. Lolo était un étudiant indonésien en géographie au centre Est-Ouest. Le couple s'est marié le 15 mars 1965. Après avoir obtenu 2 prolongations d'1 an de son visa G1, Lolo est parti pour l'Indonésie en 1966. Sa femme et son beau-fils l'ont rejoint 16 mois plus tard, en 1967. Au départ, la famille vivait dans le quartier de Menteng à Alam, dans le district de Tebet, au sud de Jakarta. À partir de 1970, elle déménagea dans un quartier plus aisé du district de Menteng, dans le centre de Jakarta. À l'âge de 6 ans, Barack Obama et sa mère s'installèrent en Indonésie chez son beau-père. De 6 à 10 ans, il fut scolarisé sous le nom de Bari dans des écoles locales, dispensant un enseignement en indonésien. L'école primaire catholique Sekolah Dasar, l'école primaire catholique Santo Francisco Sassidi, à Saint-François d'Assise pendant 2 ans. Puis l'école primaire publique Sekolah Dasar Negeri Menteng Zerian, à Menteng Zerian pendant 1 an et demi. Il bénéficiait également de cours particuliers d'anglais à domicile, dispensés par la Calvert School et organisés par sa mère. Ces 4 années passées à Jakarta lui permirent d'acquérir une certaine maîtrise de l'indonésien. Durant son enfance en Indonésie, le beau-père d'Obama lui a inculqué la résilience et lui a donné une vision réaliste du monde. En 1971, Obama est retourné à Honolulu et a vécu chez ses grands-parents maternels, Madeleine et Stanley Dunham. Il a fréquenté la Punahou School, un établissement privé prestigieux, de la 5e année jusqu'à l'obtention de son diplôme en 1979, grâce à une bourse d'études.
Durant ses années de lycée, Obama a continué d'utiliser le prénom Barry jusqu'à son voyage au Kenya en 1980. Entre 1972 et 1975, il a vécu à Hawaï avec sa mère, Ann Dunham, et sa demi-sœur, Maya Soetoro, pendant que sa mère poursuivait des études supérieures en anthropologie à l'Université d'Hawaï. En 1975, Obama a décidé de rester à Hawaï, même après le retour de sa mère et de sa sœur en Indonésie, afin que sa mère puisse commencer son travail de terrain en anthropologie. Sa mère passa une grande partie des 2 décennies suivantes en Indonésie, finalisant son divorce avec Lolo Soetoro en 1980 et obtenant finalement un doctorat en 1992. Tragiquement, elle décéda en 1995 à Hawaï des suites d'un cancer des ovaires et de l'utérus, malgré un traitement infructueux. Durant son séjour à Honolulu, Obama exprima par écrit que la possibilité, à Hawaï, de côtoyer diverses cultures dans une atmosphère harmonieuse avait profondément marqué sa vision du monde, jetant les bases du principe qui lui était le plus cher. Obama a également révélé avoir consommé de l'alcool, du cannabis et de la cocaïne durant son adolescence pour échapper aux questions sur son identité. Par ailleurs, il était membre du Chum Gang, un groupe d'amis qui se réunissait pour fumer du cannabis. Mitchell a rencontré Barack Obama chez Sidley Austin LLP, un cabinet d'avocats où ils étaient parmi les rares Afro-Américains présents. Certaines sources indiquent qu'ils n'étaient que 2, bien que d'autres employés de même origine ethnique travaillaient dans des services distincts. Robinson fut chargé d'encadrer Obama durant son stage d'été. Leur première rencontre eut lieu lors d'un déjeuner d'affaires, suivi d'une participation à un rassemblement d'une association locale où Obama marqua durablement Robinson. Avant de rencontrer Obama, Mitchell avait confié à sa mère son intention de se consacrer entièrement à sa carrière. Leur premier rendez-vous fut une projection du film Do the Right Thing de Spike Lee en 1989. Selon Barack Obama, leur attirance mutuelle initiale provenait de leur personnalité contrastée. Mitchell avait bénéficié d'une éducation stable au sein d'une famille unie, tandis que lui avait un tempérament plus aventureux. Ils se marièrent le 3 octobre 1992. Après une fausse couche, Mitchell a eu recours à la fécondation in vitro pour concevoir leur fille, Malia Ann, née en 1998, et Natasha, surnommée Sacha, née en 2001. La carrière politique de Barack Obama est marquée par une série de réalisations novatrices et un impact considérable sur la politique américaine. Né le 4 août 1961 à Honolulu, à Hawaï, son engagement politique a débuté après l'obtention de son diplôme de la faculté de droit de Harvard, où il est devenu le premier président afro-américain de la Harvard Law Review. Obama a débuté sa carrière professionnelle comme organisateur communautaire à Chicago avant de se tourner vers le droit des droits civiques. Son entrée en politique a commencé en 1996 lorsqu'il a été élu au Sénat de l'État de l'Illinois. Durant son mandat, il s'est attaché à améliorer les services de santé, à promouvoir l'éducation préscolaire et à défendre la réforme du système de justice pénale. Son approche législative se caractérisait par un style pragmatique et éloquent qui lui permettait de collaborer efficacement avec des personnes d'opinions politiques diverses. En 2004, Barack Obama a vu sa stature politique s'accroître considérablement suite à son discours d'ouverture à la Convention nationale démocrate. Ce discours a largement contribué à sa notoriété nationale, le menant finalement à son élection au Sénat américain la même année. En tant que sénateur, Obama a concentré ses efforts sur l'élaboration de lois visant à améliorer la transparence gouvernementale, à augmenter les prestations pour les anciens combattants et à promouvoir la non-prolifération nucléaire. Sa campagne présidentielle de 2008, historique, était axée sur l'espoir et le changement. Son message a trouvé un écho auprès d'un large éventail d'électeurs, notamment les jeunes et les minorités. Le 4 novembre 2008, il est entré dans l'histoire en devenant le 44 et président des États-Unis, une première pour un Afro-Américain. Durant sa présidence,
Des lois importantes ont été promulguées, notamment l'Affordable Care Act, visant à étendre la couverture santé à des millions d'Américains non assurés. Par ailleurs, la loi Dodd-Frank, texte législatif fondamental destiné à réglementer Wall Street et à prévenir de futures crises financières, a également été adoptée sous sa présidence. Réélu pour un second mandat en 2012, Obama a continué de soutenir des initiatives progressistes telles que la lutte contre le changement climatique, la réforme de l'immigration et la promotion du mariage pour tous. Durant sa présidence, il a dirigé la mission qui a permis l'élimination d'Oussama Ben Laden et a joué un rôle déterminant dans la conclusion de l'accord sur le nucléaire iranien. Parmi ses réalisations en matière de politique étrangère. À la fin de son mandat présidentiel en 2017, Obama a continué d'influencer le débat public par le biais de sa fondation et de ses nombreuses interventions publiques.